Donc, nous allons entendre nos deux dernières intervenantes et ensuite, nous allons avoir notre discussion des 4 papiers. D'abord, ça va commencer avec Sybille Fourcault, qui est doctorante à Sciences Po depuis 2020, où elle poursuit une étude de longue durée sur le soutien reçu par les colons de Saint-Domingue de l'État. Et ça commence, si j'ai bien compris, avec la Révolution et ça se termine au XXe siècle. Aujourd'hui, elle va parler de la Restauration et je présenterai la dernière intervenante qui est Jessica Balgui, historienne diplômée des écoles des hautes études en sciences sociales, qui a soutenu sa thèse en 2023 et qui, sur les libres de couleur ayant reçu l'indemnité coloniale à la Martinique à partir de 1849, Balgui a également publié un livre sur ce sujet en 2020, sous le titre « Indemniser l'esclavage en 1848, débat dans l'Empire français ». Elle a aussi fait partie de l'équipe qui a construit la base de données sur l'indemnisation des propriétaires. Et avant de donner la parole à Sybille, je vais profiter de mon rôle de modératrice parce que le travail de tous les 4 membres de notre panel nous aide à voir les liens entre l'esclavage et la ville où on se trouve maintenant. À cet égard, je souhaite signaler la création d'une nouvelle base de données appelée Colonial Networks par Meredith Martin et Hannah Williams, qui utilise les cadastres d'Haïti prévisionnaires pour révéler l'importance des plantations pour les collectionneurs d'art à Paris, issus souvent du milieu de la haute finance. De nombreux noms de propriétaires dans la base de données repères se retrouvent dans cette nouvelle base de données sur les collectionneurs d'art. En regardant ces 2 bases de données ensemble, on voit comment le travail, la souffrance et même les corps du peuple haïtien du XVIIIe et du XIXe siècle ressurgissent à Paris de nos jours et se matérialisent dans les œuvres d'art qui restent concentrées dans cette ville. Je donne la parole à Sybille. Merci beaucoup et merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui. Alors, à partir de juin 1793, date de l'incendie du Cap Français à Saint-Domingue, de nombreuses personnes fuient la colonie française pour se rendre aux États-Unis, puis pour certains d'entre eux en métropole. C'est à ce moment, entre la fin de 1793 et le printemps 1794, que les premiers secours sont distribués aux individus qui arrivent de Saint-Domingue dans les ports de France métropolitaine. Ils sont officialisés par une première législation à l'automne 1794, ils sont distribués sous la forme de sommes d'argent mensuelles et sont généralisés à l'ensemble des réfugiés et déportés des colonies. Ils sont ensuite supprimés en 1802 lorsque Napoléon Bonaparte lance une expédition militaire pour réinstaurer un contrôle métropolitain sur Saint-Domingue. Cette expédition est un échec et a pour conséquence la déclaration de l'indépendance d'Haïti en 1804. Face à la nouvelle vague de réfugiés que cette indépendance occasionne, des secours sont remis en place à destination uniquement des Domingois cette fois-ci, et ils représentent encore une aide temporaire à une époque où la France refuse de reconnaître l'indépendance d'Haïti, voire considère toujours une reprise en main par la force, notamment sous la première Restauration et au début de la seconde Restauration. En revanche, par rapport à l'époque révolutionnaire où ces secours étaient distribués à tous les réfugiés, ils sont cette fois uniquement réservés aux propriétaires de biens immeubles, maisons, terrains et surtout plantations, et ils sont également racialisés puisque beaucoup de planteurs libres de couleur se voient refuser les secours, bien que le critère racial reste officieux. Ce qu'a aussi montré Mathilde Ackerman à propos de l'indemnité. En 1825, après de longues années de négociations en dents de scie, la France reconnaît l'indépendance d'Haïti en échange d'une indemnité que le jeune État doit payer directement aux colons. Cette indemnité, imposée à Haïti par la force, a les mêmes destinataires que les secours, comme donc l'a montré Mathilde Ackerman. L'indemnité devrait donc en toute logique remplacer les secours. Pour l'historienne Marie Lewis, en 1825, les autorités françaises voient l'indemnité comme un os qu'elles jettent aux anciens colons tandis qu'elles poursuivent leur empire commercial. Son interprétation s'appuie sur les avantages commerciaux obtenus d'Haïti par la France qui forment l'autre versant de l'ordonnance du 17 avril 1825. Pour Frédéric Beauvois, l'État français espère un dédommagement pour que les colons de Saint-Domingue ne soient plus à sa charge.
Mais s'il ne s'agit que de faire taire les colons ou de se débarrasser d'un fardeau financier, comment expliquer la permanence des secours après le vote de la loi du 30 avril 1826 sur la répartition de l'indemnité et la longue durée de ces mêmes secours puisqu'ils ne sont finalement supprimés qu'en 1911, après même la fin du règlement de l'indemnité par Haïti? Cette coexistence de deux types de dédommagement nous invite à relire les débats qui mènent à l'ordonnance d'avril 1825, qui met en place l'indemnité, en lien avec ceux qui concernent les secours sous la Restauration. Plusieurs auteurs ont mis en évidence l'imposition de l'indemnité à Haïti et la suggestion financière envers la France qu'elle entraîne, caractérisant l'indemnité de 1825 de dette d'indépendance, voire partiellement de dette d'abolition de l'esclavage, comme l'a montré plus tôt Gusty Clara Gaillard-Pourchet. Mais relire l'histoire de l'indemnité en lien avec les secours permet d'apporter un nouvel éclairage au débat qui précède et accompagne sa mise en place, sous l'angle des droits et des devoirs qui lient le gouvernement français aux planteurs de Saint-Domingue. Elle permet d'éclairer l'opinion des colons et d'une partie de la droite sous la Restauration, qui considérait que le gouvernement français avait un devoir légal d'indemnisation des colons au même titre que les émigrés. L'ordonnance du 17 avril 1825, dans ce contexte, marque le refus de l'État d'assumer ce devoir légal et les arguments qu'il avance pour justifier son choix éclairent la manière dont il envisage les relations entre la métropole et les colonies. Le gouvernement de la Restauration transfère la responsabilité de la Révolution et le devoir légal qui en découle sur le jeune État haïtien, tout en reconnaissant de son côté un devoir moral à soutenir les colons, de la même manière qu'en termes de bienfaisance, aucun droit légal à une aide pour les indigents n'est reconnu au XIXe siècle. Cette acceptation d'un devoir moral envers les colons explique la continuation des secours comme politique de bienfaisance hybride, ce qui en fait un type de compensation politique différent tant de l'indemnité de 1825 que du milliard des émigrés. Alors tout d'abord, la question haïtienne devient particulièrement visible dans les débats législatifs sous la Restauration en raison de la mobilisation des planteurs domingois et des interventions parlementaires lors du vote du budget des secours. Toutes ces interventions voient les secours comme une transition en attendant soit une reconquête d'Haïti par la France, soit une indemnisation durable des colons. À partir de 1814, les colons multiplient les interventions dans le débat public. Ils demandent principalement la reconquête d'Haïti, la continuation de la suspension de leurs dettes et une compensation de leurs pertes. En outre, le gouvernement de la Restauration, en soumettant le budget aux chambres législatives, participe aussi de la visibilité des secours et partant de celle des intérêts divergents sur la question haïtienne. Il arrive en effet que des députés se servent du vote du budget des secours ou des pétitions envoyées par les colons comme une opportunité pour donner leur opinion sur l'indépendance d'Haïti. Aux ultras qui demandent une reconquête d'Haïti par la France s'opposent les libéraux qui souhaitent traiter avec le jeune État indépendant et à cette opposition se surimposent les intérêts divergents des colons et de leurs créanciers. Les différences sur la question haïtienne ne concernent pas le statut de victime des colons que tout le monde s'accorde globalement à reconnaître. Dans la France de la Restauration, l'interprétation racialisée de la Révolution haïtienne est largement acceptée. À travers les critères d'admission au secours, l'administration a défini une partie des colons de Saint-Domingue, les propriétaires blancs, comme victimes d'un événement politique qualifié de désastre. Ces désastres, dans l'interprétation qui domine à partir de 1804, commencent en 1791 par l'insurrection des esclaves de la plaine du Cap et se terminent en 1804 par l'indépendance d'Haïti. Ces deux événements sont interprétés de manière racialisée. Ce sont des massacres de blancs par des noirs, les esclaves qui se révoltent contre leurs maîtres et les assassinent en 1791, et les massacres de blancs ordonnés par Dessalines après l'indépendance d'Haïti en 1804. Cette lecture de la Révolution haïtienne et la reconnaissance des colons blancs comme victimes qui en est la conséquence fait globalement consensus au sein des chambres législatives. Le père Gérard de Lally Tollendal parle en 1820 des malheurs affreux et immérités des colons de Saint-Domingue et de leur droit à être plaints, à être secourus, à être même indemnisés par l'État. Quant aux députés libéraux, comme le député Manuel, ils refusent toute augmentation des secours jusqu'à ce que le gouvernement ait accepté de traiter avec Haïti, mais Manuel est lui-même partisan de secours en l'absence d'autres solutions. Enfin, si on nous disait « il n'y a pas de dédommagement à Saint-Domingue », alors il faut faire droit à la demande des colons et veiller à leurs besoins, rien de mieux. En revanche, l'exceptionnalité du statut de victime des colons est discutée au sein des chambres. Les députés de gauche considèrent généralement que les colons ne sont que des victimes parmi d'autres des excès de la Révolution, tandis que, pour les ultras, les colons de Saint-Domingue sont les victimes les plus malheureuses de la Révolution et de tous les temps. Cette insistance sur l'exceptionnalité des malheurs des Domingois conduit les députés de droite à les comparer régulièrement avec les émigrés. Les colons initient cette comparaison pour s'adapter au contexte politique métropolitain et faire aboutir leurs demandes. C'est ce qui les conduit à appuyer sur cette comparaison avec les émigrés, catégorisation que nombre d'entre eux avaient pourtant cherché à tout prix à éviter sous la Révolution.
Cette stratégie d'intégration des événements domingois à un argumentaire contre-révolutionnaire plus large vient ajouter une nouvelle lecture des désastres de Saint-Domingue à la lecture racialisée qui domine depuis 1804. Les colons sont désormais perçus comme des victimes des événements révolutionnaires en général, ces plaies qu'il importe de guérir. En 1824, le député Duhamel, un grand soutien des colons à la Chambre des députés, déclare à propos de la question haïtienne: certes, voilà encore une plaie bien saignante de la Révolution, et la main de la légitimité, qui peut seule les guérir toutes, s'étendra vers celle-ci. La question haïtienne est donc une blessure de la Révolution qui n'a pas pu être refermée par l'oubli et la réconciliation, exactement comme la question des émigrés. Cette plaie se rouvre à chaque débat de la Chambre des députés sur le budget des secours. La comparaison avec les émigrés encourage les colons à demander un dédommagement similaire à celui réclamé pour les émigrés. En 1826, Adolphe François Réverdy, bénéficiaire des secours, émet des observations sur la loi de répartition de l'indemnité, alors en discussion au sein des chambres législatives. Il affirme à cette occasion: même malheur, même perte semblable, considération de même nature, tout paraît mériter aux réfugiés de Saint-Domingue une indemnité égale à celle obtenue par les émigrés, leurs égaux en infortune. Dans un contexte politique où les colons et certains parlementaires demandent une indemnisation au même titre que les émigrés, les secours sont généralement vus soit comme une politique de bienfaisance temporaire en attendant une véritable compensation, soit comme une première indemnisation en attendant un remboursement total de leurs pertes. La majorité des parlementaires et des colons considèrent les secours comme un dédommagement transitoire. Les parlementaires qui réclament une augmentation des secours aux colons sous la Restauration les comparent régulièrement aux secours distribués aux réfugiés étrangers. Il s'agit donc pour eux d'une politique temporaire. En 1822, le député Manuel s'oppose à une augmentation du budget des secours car il souhaite que le gouvernement traite avec Haïti pour indemniser les colons de manière plus pérenne. Il déclare: si leur malheur est sans remède, il faudra bien pourvoir à leurs besoins de première nécessité. Il faudra bien que le gouvernement vienne à leur secours, et dans ce cas, le mot secours sera employé dans sa véritable acception. Tandis que dans l'état actuel des choses, la subvention accordée aux colons n'a fait que prolonger un état provisoire, et ici, nous nous demandons si jusqu'à présent, on a fait quelque chose pour fixer définitivement leur situation d'une manière plus prospère. Par cette intervention, Manuel révèle toute l'ambiguïté des secours tels qu'ils ont été conçus. Politique transitoire, soit, encore que le ministère de l'Intérieur qui gère les secours les a déjà plus ou moins définis comme des pensions de long terme. Mais surtout, s'agit-il d'une politique de bienfaisance ou d'un dédommagement lié à un droit légal des colons et donc à un devoir légal du gouvernement français envers eux? Cette tension entre les deux manières de présenter les secours est inhérente à leur nature hybride, entraide temporaire, pension et indemnité. Si cette hybridité était déjà source de débats sous la Révolution, elle l'est d'autant plus sous la Restauration. Même les ministres en charge des secours, ceux de l'Intérieur et de la Marine, débattent de leur nature, particulièrement lors d'un échange de correspondance en 1823. Alors que le ministre de l'Intérieur, Jacques-Joseph Corbière, souhaite fixer un terme aux demandes de secours pour des questions budgétaires, le ministre de la Marine, Gaspard de Clermont-Tonnerre, clame la supériorité du droit sur les économies. Pour lui, les secours ne sont pas une politique de bienfaisance dépendant de la générosité royale, mais une forme de dédommagement illimité qui répond à un droit et qui ne pourra prendre fin qu'avec l'extinction de ce droit, c'est-à-dire quand les colons récupéreront leur propriété ou qu'ils seront définitivement remboursés. Il déclare: personne ne met en doute le droit général des colons, il est certain comme leur malheur, il existera aussi longtemps que l'usurpation des propriétés à Saint-Domingue, aussi longtemps que la justice de la métropole qui donne ici un secours à des familles sorties de son sein, ce que des considérations majeures l'ont empêché jusqu'ici de leur donner en protection. Ce double principe du droit et de la perpétuité du droit est, à mon avis, un des points essentiels de la question. Pour lui, les colons ont un droit illimité au secours, mais ces secours sont provisoires en attendant un règlement de la question haïtienne. Le ministre de la Marine voit donc à la fois dans les secours une première indemnisation qui répond à un droit légal des colons et en même temps une aide transitionnelle en attendant une autre indemnité. C'est aussi le point de vue des colons et de leur soutien. Une publication de 1823 affirme que les secours sont essentiellement provisoires et doivent cesser lorsqu'un ordre de choses définitif aura remplacé l'état précaire et incertain des colons. Mais le ministre de l'Intérieur réfute tout droit positif au secours et les définit comme une politique de bienfaisance révocable au gré des politiques gouvernementales. Il répond à la lettre du ministre de la Marine de 1823. Je ne puis être de votre avis. Toute subvention pour satisfaire à un droit est une dette qu'on acquitte et non pas un secours qu'on donne. De cela seul que les lois n'ont accordé aux colons que des secours résulte nécessairement qu'elles n'ont point entendu payer une dette, par conséquent point entendu reconnaître un droit. En effet, les pertes de cette nature, quelque grandes et déplorables qu'elles soient, n'ont jamais été ni pu être aux yeux des gouvernements que des titres à leur générosité, à leur assistance.
Ces propos sont révélateurs de la manière dont le ministre souhaite enfermer les secours dans les limites d'une politique de bienfaisance qui ne découle pas d'un droit, mais de la seule bonne volonté du gouvernement. Ce sont donc deux types de secours totalement différents que définissent respectivement le ministre de la Marine et celui de l'Intérieur. Comme l'affirme le ministre de l'Intérieur, « Je ne pense pas qu'on puisse induire de l'espérance qu'ils peuvent avoir de recouvrir un jour leurs biens perdus il y a 30 ans l'obligation de ne mettre au secours d'autres termes que l'accomplissement de cet espoir. » Autrement dit, pour le ministre de l'Intérieur, le risque est de voir les secours se perpétuer indéfiniment si les colons ne récupèrent jamais leur propriété. Il est donc important de ne pas définir un droit légal des colons au secours. Ce débat autour de la nature des secours est extrêmement important puisqu'il est lié à l'attribution de la responsabilité de la révolution haïtienne. L'État français est-il responsable des désastres qui ont fait des colons les victimes consensuellement reconnues? Et donc, cette question de la responsabilité conditionne la définition d'un droit à un dédommagement. Ces questions se retrouvent au cœur du débat sur l'indemnité et posent des questions plus profondes sur la nature de la relation entre la métropole et ses colonies. Pour les planteurs de Saint-Domingue, c'est la France, et plus particulièrement la métropole, qui est responsable des désastres de la révolution haïtienne, et ils ont donc un droit légal à être indemnisés par l'État français, responsable non seulement de leur malheur, mais qui a commis un acte d'expropriation en abolissant l'esclavage, en étant à l'origine de l'expédition Leclerc qui leur a fait définitivement perdre leur propriété foncière, et en refusant de reconquérir Haïti par la force. Jean-Suzanne de Léaumont, planteur du sud de Saint-Domingue et porte-parole majeur du lobby colonial sous la Restauration, définit un devoir absolu de l'État de secourir les colons en raison d'une responsabilité de la métropole dans la perte de Saint-Domingue. Elle nous les doit, ces secours, puisque sans la France de 1791, de 1792, de 1793, de 1794, nous serions encore dans nos possessions. C'est la France de ce temps mauvais qui frappa de mort Saint-Domingue, c'est cette France qui lança sur cette malheureuse colonie Sontonax et Paul Vérel avec d'odieuses instructions. Avec la date de 1791, Léaumont ne fait pas référence à la révolte des esclaves, mais au décret du 15 mai qui accorde les droits politiques à certains libres de couleur. L'Assemblée nationale l'abroge le 24 septembre 1791 face à l'opposition des planteurs résidant tant en métropole qu'à Saint-Domingue. 1792 correspond à la loi du 4 avril qui déclare l'égalité politique de tous les libres de couleur avec les Blancs et que les commissaires civils Sontonax et Paul Vérel sont chargés d'aller faire appliquer à Saint-Domingue. 1793 fait référence à l'incendie du Cap, suivi de peu de la proclamation de l'émancipation des esclaves de Saint-Domingue par Paul Vérel et Sontonax. Enfin, 1794 correspond à l'abolition générale de l'esclavage dans tout l'Empire par la Convention. Toutes ces lois et décisions ont pour point commun d'être prises en métropole ou par des agents métropolitains à Saint-Domingue. En désignant la France comme responsable, c'est donc la métropole que Léaumont accuse, remettant au goût du jour une critique de la relation entre métropole et colonie que les colons dits autonomistes avaient déjà formulée au début de la Révolution française à l'aide de l'expression du despotisme ministériel. Les discours des colons des années 1820 blâment la métropole d'être intervenue et d'avoir bouleversé l'ordre social et racial d'Ancien Régime, cause principale de la perte de la colonie dans leur esprit. Cette accusation réintroduit dans les débats la question des relations entre métropole et colonie qui conditionnent la responsabilité de l'une dans les malheurs des autres. Pour définir un droit légal à une indemnisation, les colons évoquent le mythe du contrat primitif. Pour eux, c'est un véritable contrat tacite que la France a rompu. Ils déclarent « La France avait promis, en recevant de nous la souveraineté de Saint-Domingue, de respecter nos privilèges et les principes de notre système colonial. Elle s'était engagée à nous défendre contre les ennemis extérieurs et à maintenir la tranquillité au-dedans. Nous avons rempli fidèlement toutes ces conditions, donc liées notamment au système du commerce exclusif. Elle a violé toutes ses promesses. La métropole s'est enrichie de nos labeurs et grâce à sa bienfaisante philanthropie, nos habitations sont devenues la proie des flammes ou le patrimoine de nos assassins. » En formulant la question de la responsabilité en termes de contrat, les colons tâchent de lui donner un caractère légal et astreignant pour l'État. Ils se réfèrent à un récit forgé lors de leur revendication autonomiste de la fin du XVIIIe siècle, qui décrit la soumission volontaire des flibustiers et boucaniers indépendants à l'autorité royale. En tant que leurs héritiers, les colons seraient sous contrat, comme eux, avec la couronne. Le ministre de la Marine se range du côté des colons en interprétant la responsabilité française envers eux en termes de rapports impériaux, mais sans référence au mythe du contrat primitif. Il considère que le droit à la protection de la métropole est basé sur le fait que l'industrie agricole des colons a été pendant tant d'années pour notre commerce et pour nos fabriques une source inépuisable de travail et de richesse. C'est donc le régime de l'exclusif qui obligeait les colons à ne commercer qu'avec la métropole qui leur garantissait en retour une protection de celle-ci, selon le ministre de la Marine. Et donc ce serait bien l'incapacité de la métropole à protéger les colons qui fonde sa responsabilité, mais non son intervention dans la législation de la colonie, au contraire de ce que disent les colons.
Les colons ajoutent à la responsabilité de la métropole dans les désastres qu'ils ont vécus une interprétation de l'abolition de l'esclavage comme expropriation pour cause d'utilité publique, ce qui fonde pour eux leur droit légal à un dédommagement intégral pour leurs propriétés, tant foncières qu'humaines. Pour obtenir un dédommagement du gouvernement français, les colons font valoir un droit basé sur l'idéologie propriétariste qui est largement un héritage de la Révolution française. Cette idéologie, qui affirme le caractère absolu de la propriété privée, nourrit l'argumentaire des colons. Les colons sont donc peut-être, comme le dit Gabriel Debiens, davantage pro-esclavagistes en 1814 qu'ils ne l'étaient en 1789. Mais l'esclavage est légal dans l'Empire français et la traite, bien qu'abolie depuis 1817, perdure illégalement et reste tolérée jusqu'à la fin de la Restauration. S'ils semblent davantage pro-esclavagistes, c'est parce que la Révolution a conforté leur statut de propriétaire et qu'ils profitent de la Restauration pour tenter de faire valoir ce statut et la protection due selon eux par l'État à un type de propriété que la Révolution avait aboli, à savoir les esclaves. Un mémoire publié en 1821, intitulé « Droit de souveraineté », décrète: lorsque le champ d'un citoyen devient nécessaire à la confection d'un établissement public, le premier soin d'une administration paternelle est de faire procéder à son estimation afin d'établir scrupuleusement les indemnités équivalentes aux sacrifices qu'elle exige. Cette règle administrative, en déterminant les limites du pouvoir sur la propriété, devient une garantie inviolable pour le faible qui ne doit jamais l'invoquer en vain. Telle est cependant l'hypothèse dans laquelle se trouvent aujourd'hui les colons de Saint-Domingue. On a disposé de leur propriété au nom de la morale et de l'intérêt public. La liberté des Noirs a été proclamée par cette même métropole qui, pendant 200 ans, avait autorisé la traite et avait reconnu la servitude comme un principe essentiel à l'existence de ces colonies. Les colons comparent donc bien l'abolition de l'esclavage de 1794 à une expropriation de la part de la puissance publique pour laquelle ils n'ont jamais été indemnisés et réclament à présent un dédommagement. Le terme d'expropriation, présent dans de nombreux autres mémoires et pamphlets, était déjà le terme employé par certains colons sous la Révolution lorsqu'ils demandaient une indemnité pour l'abolition de l'esclavage. La notion d'expropriation fera également partie des arguments les plus discutés lors des abolitions britanniques et françaises de 1833 et 1848, comme l'a montré Frédéric Beauvois. Si la propriété servile forme le cœur de l'argumentaire des colons, il n'évacue pas pour autant de leur demande leur propriété foncière. En droit, les plantations étaient de toute façon indissociables des esclaves qui y travaillaient. De ce côté également, le régime propriétariste mis en place durant la décennie révolutionnaire et affirmé durant la Restauration profite aux colons. Une publication de 1823 affirme: les colons et leurs héritiers et ayants cause continueront donc à rester propriétaires des immeubles de Saint-Domingue. Les colons sont les seuls légitimes propriétaires du territoire de l'île de Saint-Domingue, comme le roi de France en est le seul légitime souverain. Ils ont le domaine privé du territoire, comme le roi de France en a le domaine éminent. On retrouve dans cet argumentaire la grande démarcation que Rev Blauferb a identifiée lors de la Révolution française. La puissance publique est désormais bien séparée de la propriété privée et se doit de la respecter et de la protéger. Pourtant, le droit de propriété coloniale sous l'Ancien Régime était loin d'être aussi absolu. En effet, il fonctionnait suivant le régime juridique de la concession. Les colons obtenaient une portion de terrain de la part du roi, ou avant 1674 de la compagnie de commerce en charge de la colonie, et s'engageaient à remplir toute une série de devoirs en échange de cette concession gratuite, parmi lesquels la mise en culture et des obligations d'ordre militaire. En cas de non-respect de ces devoirs, le roi pouvait théoriquement reprendre la concession. Ce n'est pourtant pas ainsi que les colons font valoir leurs droits de propriété, qu'ils présentent comme entiers et absolus. La Révolution leur a donc permis de transformer leur concession en propriété privée sur laquelle la puissance publique n'a aucun droit grâce à la grande démarcation et à l'affirmation de l'idéologie propriétariste. Les colons estiment donc avoir un droit légal à une indemnisation de la part du gouvernement français pour deux raisons. D'abord en raison du non-respect par la métropole du contrat qui la lie aux colonies, puisqu'elle a échoué à protéger les propriétés. Ensuite en raison de l'interprétation que les colons font de l'abolition de l'esclavage de 1794, puisqu'ils la voient comme une expropriation pour cause d'utilité publique qui implique légalement une compensation de la part de l'État. Ils réclament donc un remboursement pour leurs anciennes possessions tant humaines que foncières, de manière similaire à ce qui sera mis en œuvre pour l'indemnisation des émigrés, c'est-à-dire en rente sur l'État. A l'inverse, les députés et le gouvernement refusent toute responsabilité légale et définissent une simple responsabilité morale de l'État qui se traduit par l'octroi de secours, mais non d'un dédommagement proportionné à la perte des colons. Tous les députés, y compris les soutiens des colons, reconnaissent que l'État n'a qu'une dette morale envers les propriétaires domingois, évacuant ainsi tout engagement légal du gouvernement envers une partie de sa population et donc sa responsabilité dans l'indépendance haïtienne. Ils s'opposent ainsi à l'interprétation des colons.
Les soutiens des colons développent une rhétorique qui dénonce sans ambiguïté la responsabilité de l'État français dans la révolution haïtienne, mais sans demander la reconnaissance d'un droit légal à une indemnisation pour les colons. Le député Duhamel déclare en 1821 « Les malheureux colons ont une hypothèque sur notre conscience, car ce sont les maximes de la Révolution qui ont porté le fer et le feu dans les possessions de ces malheureux Français ». Mais il ne parle que d'une hypothèque sur la conscience de l'État, et cette expression fait écho à celle du ministre des Affaires étrangères qui dit « Ce sont des secours aux colons qui n'étaient pas en quelque sorte une dette régulière de l'État, mais qu'on pouvait considérer comme une dette morale, comme une dette d'honneur ». Tous les acteurs parlementaires et gouvernementaux s'éloignent donc de la définition d'un droit positif des colons à un dédommagement pour en faire un simple droit moral, n'impliquant pas de créance légale de la société ou de l'État à leur égard. Ils cherchent à effectuer la distinction que la nature hybride des secours avait maintenue floue. Ce qui va aider le gouvernement à affirmer un simple devoir moral envers les colons, c'est l'association de la révolution haïtienne avec un événement de force majeure ou une catastrophe naturelle dont la responsabilité ne peut être attribuée à l'État. Lali Tollendal déclare en 1820 à la Chambre des Pairs « Nous demandera-t-on encore aujourd'hui, comme il y a 2 ans, si les malheureux habitants de la Calabre, après le bouleversement volcanique de leur contrée, eussent été fondés à réclamer de leur gouvernement et des indemnités et des exceptions ? Oui, répondons-nous, si c'eût été le gouvernement sicilien qui eût miné et fait sauter la Calabre. Et même victimes d'un fléau de la nature, des sujets accablés d'une calamité si épouvantable et si extraordinaire ne doivent pas implorer en vain l'autorité à laquelle ils ne sont soumis que pour être protégés par elle. Ici, 3 gouvernements français ont 3 fois volcanisé et fait sauter la colonie française de Saint-Domingue. Comparant ici les secours aux colons aux secours distribués en cas de catastrophe naturelle, Lali Tollendal affirme que non seulement les secours seraient justes si le gouvernement français n'était pas responsable des désastres de Saint-Domingue, mais qu'ils le sont parce qu'il en est pleinement responsable. Mais il ne réclame pas une indemnité définitive en faveur des colons et se contente, à travers une comparaison ambiguë, de demander des secours. Cette idée de responsabilité morale et la comparaison avec les catastrophes naturelles permettent à l'État de se dégager de tout devoir légal envers les colons, dont le ministre de l'Intérieur affirme qu'il est impossible à remplir. Le ministre de l'Intérieur déclare que le gouvernement serait alors responsable contre les événements de force majeure de la conservation des propriétés particulières, responsabilité inadmissible dans son principe et inexécutable dans ses conséquences. Le ministre de l'Intérieur interprète les désastres domingois comme un événement politique imprévisible dont l'État ne peut être tenu pour comptable. Il définit donc des secours qui appartiennent au domaine plus large de la bienfaisance et qui ne correspondent qu'à un devoir moral de l'État ou de la société envers les colons. L'ordonnance de 1825 et la loi de répartition de l'indemnité de 1826 consacrent la décision du gouvernement français de ne pas considérer sienne la responsabilité des désastres domingois. Le rapporteur du projet de loi à la Chambre des députés déclare « L'État ne doit à personne d'indemnité pour les propriétés perdues ou détruites, même par son fait, à l'occasion de la guerre. » Il justifie ainsi le fait que le montant de l'indemnité ne corresponde qu'à 10% de la valeur des propriétés des colons. Par ailleurs, le gouvernement réfute toute idée d'expropriation pour cause d'utilité publique en rappelant la nature particulière de la relation entre métropole et colonie et la marginalisation juridique de ces dernières qui vient affaiblir le droit de propriété coloniale. Pour les colons, en traitant avec Haïti et en décidant de reconnaître son indépendance en échange d'une indemnité, le gouvernement a disposé de leurs propriétés sans en avoir le droit. Mais surtout, les opposants à l'indemnité font valoir une question de souveraineté. Pour eux, le gouvernement du roi n'a pas le droit de céder une portion du territoire national sans le consentement des chambres en raison de l'inaliénabilité du domaine de la couronne. Les partisans de l'indemnité développent donc un argumentaire de la nature spécifique des colonies. Le rapporteur du projet de loi à la Chambre des députés déclare « Les publicistes reconnaissent que le droit de céder des portions de l'État à l'ennemi qui les a envahis lorsque la nécessité de terminer la guerre commande des sacrifices appartient à la couronne dans un gouvernement monarchique. Et sans examiner comment ce principe serait applicable au territoire de la France, nous pouvons dire qu'il ne saurait être mis en problème en ce qui concerne des colonies. Placées par la nature des choses et l'objet même de leur établissement dans une situation toute spéciale, les colonies forment dans l'ordre politique une classe particulière qu'il n'est ni possible de confondre avec les autres corps sociaux, ni permis de leur assimiler. Parce que leur conservation dépend bien plus que celle des autres parties de l'État, du sort des armes et de la possibilité de s'y maintenir. Pour le rapporteur, le caractère nécessairement militaire du gouvernement des colonies justifie leur cession par l'exercice du droit de paix et de guerre du roi.
droit. C'est un argumentaire qui avait déjà été utilisé sous la Révolution, alors que la Constitution de 1795 avait fait des colonies des départements à part entière. À ce moment-là, les administrateurs coloniaux n'étaient pas élus, mais nommés par le Directoire, une pratique qui n'avait pas cours en métropole, sauf à titre exceptionnel pour les régions en cours de pacification militaire ou à la suite d'une telle pacification. Autrement dit, en 1826, le rapporteur de la loi ne fait que réutiliser une technique de marginalisation juridique des colonies déjà éprouvée durant la Révolution. En outre, le ministre des Finances et président du Conseil, Joseph de Villèle, rappelle le système des concessions pour souligner le caractère particulier de droit de propriété dans les colonies. Dans le principe, il n'y avait aux colonies aucun autre propriétaire que le roi et il disposait successivement des différentes parties de son domaine. Pour Villèle, la nature même de la propriété coloniale donne au roi davantage de latitude pour en disposer. En disant cela, c'est la place juridique des colonies dans l'Empire français qui l'affirme, marquée par une hétéronomie juridique avec la métropole et par une protection moindre de la propriété privée qui s'y trouve. Ce refus du gouvernement français de se reconnaître une responsabilité légale dans le dédommagement des colons s'accompagne du transfert de cette responsabilité légale sur Haïti par l'ordonnance de 1825 afin de faire taire les réclamations des colons en métropole et du maintien parallèle des secours comme devoir moral de l'État. Donc l'ordonnance du 17 avril 1825 stipule que c'est la jeune République haïtienne et non l'État français qui fournira une indemnité aux colons. Et en cela, l'indemnité rejoint l'argumentaire des députés libéraux qui demandaient dès 1822 le fait qu'Haïti paye l'indemnité. Comme le dit le général Foy, la réparation du mal est au lieu même où le mal a été commis. Donc l'indemnité de 1825 rejoint en ce sens l'argumentaire des députés libéraux. Mais pour les colons, si Haïti paye l'indemnité, l'État français doit au moins se porter garant de son versement intégral. Un mémoire des colons propriétaires à Nantes déclare en 1828 « D'où s'ensuit la garantie du gouvernement français pour l'indemnité qui en est le prix, et cette garantie entraîne l'obligation de satisfaire aux engagements contractés envers eux. » Cependant, le gouvernement français refuse de garantir le paiement de l'indemnité. Et... Voilà. Et un article de journal de la Gazette de France affirme en octobre 1826, résume en octobre 1826 l'argumentaire du gouvernement. L'émancipation étant conditionnelle, l'État n'a pu contracter envers les colons qu'un engagement conditionnel, celui de leur remettre les sommes qui lui seraient envoyées d'Haïti et de servir d'intermédiaire entre les anciens et les nouveaux possesseurs. L'État transfère donc entièrement sa responsabilité légale sur Haïti en refusant de garantir le paiement de l'indemnité. Mais il veut également faire cesser les réclamations des colons, puisqu'au moment du vote de la loi de répartition de l'indemnité, le député Duhamel fait valoir le peu de valeur de l'indemnité et déclare « J'ai appelé non indemnité mais secours ce que le gouvernement a cru devoir ménager en faveur des infortunés colons. Le mot secours est le seul qui puisse convenir à des sommes stipulées. Il est impossible de trouver dans ces mots l'équivalent du mot indemnité. » Ce que cherche alors à réaliser Duhamel est l'attribution à l'indemnité de la même nature hybride qui caractérise les secours. Et cette nature hybride est ce qui a permis le renouvellement constant des secours depuis le Premier Empire et son institutionnalisation comme politique de long terme. Donc, les partisans de l'indemnité vont contrer l'argumentaire de Duhamel et décréter, en donnant à l'indemnité le titre de secours, les droits des propriétaires de Saint-Domingue restent dans toute leur force. Donc le député de la Creuse qui dit cela, Jacques Mestadier, rappelle ici le but de l'indemnité. Il s'agit bien d'un dédommagement destiné à régler définitivement la question haïtienne et celle du droit de propriété des colons, en évitant toute réclamation ultérieure auprès du gouvernement français. Mais le gouvernement décide tout de même d'assurer la continuation des secours pour remplir son devoir moral. Les secours sont finalement maintenus comme palliatif des failles de l'indemnité, mais également comme signe que le gouvernement n'abandonne pas son devoir moral envers les colons. L'indemnité est d'abord considérée comme le dédommagement censé mettre fin à l'aide transitoire que représentaient les secours aux yeux de l'opinion publique. D'aucuns voient d'ailleurs dans la continuation des secours la preuve patente des mauvaises décisions du gouvernement en ce qui concerne l'indemnité. Les chiffres des dépenses de l'État viennent ainsi prouver publiquement toutes les fautes de la politique ministérielle et confirment les nouvelles alarmantes, mais non imprévues, de Saint-Domingue qui l'accuse et la condamne. Mais cependant, à cette époque, les secours sont en fait déjà envisagés comme une politique de long terme par l'administration. Ils ne connaissent finalement ni suppression, ni transformation de leur objectif originel. Au sein des chambres législatives, la raison pour laquelle le budget continue d'être voté
et l'incertitude qui pèse sur le versement des 4/5 restants de l'indemnité, mais aussi parce que les secours sont vus comme un supplétif destiné à aider les colons qui ne pourraient rien obtenir de l'indemnité. La commission du budget de la Chambre des députés affirme en 1826 « Nous aimons à conserver l'espérance que plus tard ils ne seront pas privés d'un secours qui restera nécessaire à tant d'infortunés, dont les malheurs ont si souvent excité la commisération de vos seigneuries, que ceux d'entre eux qui n'auront rien recueilli de l'indemnité puissent du moins compter sur une dernière ressource ». Et les secours deviennent même finalement l'alibi du gouvernement pour éviter de se porter garant du versement de l'indemnité, puisque les pétitions en ce sens qui demandent la garantie du versement de l'indemnité par le gouvernement français se multiplient aussi sous la monarchie de Juillet et continuent. Et la réponse du gouvernement, le ministre des Finances Hippolyte Passy déclare en 1839, à l'occasion de la renégociation de l'indemnité avec Haïti, « Eh bien, quand il est certain que la France a tout fait pour sauver ses anciens colons, l'État a payé sa dette et on ne peut réclamer que les secours dus aux grandes infortunes. Ces secours, il les a accordés depuis 1804. La France est à l'abri de tout reproche, car elle a épuisé tous les moyens que sa bienveillance pour les colons était capable de lui suggérer. » Les secours sont donc devenus l'alibi du gouvernement pour réfuter tout engagement à garantir le paiement de l'indemnité et donc tout devoir légal envers les colons. Merci beaucoup.